Ok. Moi, j'invite ceux qui n'ont pas allumé leur caméra à l'allumer s'ils sont OK avec ça. Ça, c'est quand même plus convivial, d'autant qu'il va y avoir pas mal d'échanges et de participation. Hein. Ce n'est pas du tout un webinaire descendant. Donc voilà, on vous invite à ouvrir vos caméras. Avec Stéphane, on est ravis d'attaquer ce deuxième meet-up, puisque c'était un meet-up découpé en deux parties sur le jeu, le détournement de jeux à vocation pédagogique. Donc, il y a eu un premier meet-up qui s'est, ma foi, super bien passé, avec beaucoup de productions, on vous en parlera à la fin, qui ont donné lieu à la constitution d'une base de données comme seul Alexandre sait faire. Donc, on vous donnera le lien, puis on vous mettra à contribution pour venir encore compléter ça. Et puis du coup, ce soir, on attaque une deuxième partie où on va essayer d'aborder des sujets qui vont venir de vous, si vous avez des besoins, des envies. Donc, on a un déroulé, ma foi, assez sympa. Moi, je fais partie des gens qui sont persuadés que ça ne tiendra jamais sur 1 heure. On verra bien, mais du coup, attendez-vous à passer un petit bout de temps avec nous. Voilà. Stéphane, tu veux compléter? Tu veux dire quelque chose? Non, écoutez, on est toujours ravis de co-animer des ateliers avec Michael, Alexandre, et puis Ingrid cette fois-ci. Donc voilà, moi je suis ravi d'être là avec vous. Voilà. Et puis voilà, voilà, c'est quelque chose de sympa. Le but du jeu aussi, on ne se prend pas la tête non plus. Et puis le but du jeu, c'est aussi de faire appel à vos compétences sur le sujet et puis de construire ensemble des choses. Hein. Alors, pour démarrer et se mettre déjà en gymnastique intellectuelle et ludique, on va faire un petit jeu. Alors, ce que je vous propose, c'est la foire d'empoigne, globalement. Soit vous répondez en criant dans votre micro, soit dans le chat. En fait, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous passer un certain nombre de propositions. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Entre les lignes. C'est un jeu qui existe sur appli téléphone. Pour info, moi, j'en ai fait je ne sais pas combien de niveaux. Et donc, j'ai repris le principe de ce jeu. Donc, je vais partager mon écran et vous devez retrouver une expression ou un mot à partir de ce que vous allez voir à l'écran. Voilà. Alors, hop, je partage ça. Donc, comme je suis sympa, j'ai mis la source. Voilà, c'est Entre les lignes, un jeu de Romain Lebouc et donc qui peut se télécharger sur Google Play et sur l'Apple Store également. Alors, pour se chauffer un petit peu. C'est comme un dingue bite, exactement ça. Ouais, c'est ça. Quelle est l'expression qui se cache derrière ça? La part en deux. Très bien, bravo. Je vois qu'on a des gens qui sont chauds, c'est parfait. Alors, par contre, moi, je ne vois pas qui c'est qui répond. Mais vous vous auto-attribuez des points et bravo. Voilà. Donc, coupez la poire en deux. Vous avez compris le principe? On continue. Plus de peur que de mal. Yes. Bravo. Plus de peur que de mal. Ouais, alors, je ne suis pas réveillée. Hein. Ah, c'est pour ça. C'est un échauffement. Là, on se met en route. L'envers du décor. Oui, bravo. L'envers du décor. La fin de l'histoire. Non. Ah non, regarde bien la L'histoire sans fin. Non. Ah, on s'approche. C'est du début à la fin de l'histoire. Ah, on s'approche, mais c'est pas ça. Pas loin, Céline. Milieu de l'histoire. Non, Laurence. C'est sans début ni fin. C'est Ni histoire sans queue ni fin. Bravo. Sans queue ni tête. Ouais. Sans queue ni tête. Bravo, Laurence. Bravo. Ah, et quand même, mais pour l'effort, on ne peut pas avoir un point. Ah, mais c'est l'école des fans ici. Tout le monde a des points, c'est fou. Ah bon. 7e ciel. Oui, ouais, bravo Xavier. Bien joué. Être 7e ciel. Un trou de mémoire. Oh, très bien. Ah ouais, vous êtes chaud en fait. Ça va trop vite. J'ai même pas eu le temps de voir qui allait parler. Il est plus tordu celui-là. Un poil dans la main. Oui. Ouais, Laurence. Oh, Laurence, elle est trop forte à ce jeu. Oh putain. Non, c'était pas putain, c'était poil dans la main. Un cas de conscience. Cas de conscience, absolument. Un mot miroir. Ah, t'es pas loin, tu t'approches.
Miroir de moto. Il faut que ça veuille dire quelque chose, Laurence. Hein. À l'envers comme à l'endroit. Non, vous êtes dans la bonne direction. Allez, 0 point. Un mot à double Le mot. sens. Ah. Ah, après. Ah oui. Celui-là, j'ai mis un certain temps à le trouver. À court d'idées, non. J'allais pas mal. dire de la suite dans les idées, donc. Non, mais observez bien en effet la différence entre les lettres, ça va vous guider. Voir les idées noires. Ben, regardez. C'est facile quand on a les réponses, en fait. Je tiens à dire que je les ai toutes résolues avant de les utiliser. Ouais, genre. On veut des preuves. Idées. On n'était pas loin avec les idées noires, sauf qu'en l'occurrence, elles ne sont pas noires. Avoir les idées claires. Elles sont Vincent, claires. bravo, idée claire. Elles sont claires. Ça, c'est facile. Bravo. Avoir les Pieds pieds par sur terre. terre. 6 pieds sous terre. Ah 10 oui, pieds si, sous c'est terre. Pieds sous terre. Ouais. Une demi-seconde. Non, Ah, c'était joli. c'est pas loin. On est dans le bon registre. Ah, une demi-seconde, ça correspond à quoi, du coup? Ou un quart de seconde? On est dans le oui, registre voilà, mathématique. Bravo, Vincent, une fraction de seconde, tout à fait. Ouais, une fraction de seconde. Fraction de seconde. Conjugué. Oula. Ouais, non, mais c'est de la J'ai conjugaison. une expression. Accorder les violons. Oui, accorder les violons. Bravo, Voilà. Vincent. Un train peut en cacher un autre. Oui, bravo, Xavier. De Mylène. Un bas de laine. Mylène Micoton. Un bas de laine. Je ne sais pas qui a dit un bas de laine. mais c'est un C'est moi. bas de laine. Oh, Sarah. Comme un poisson dans l'eau. Oui, bravo. Bien vu. Émilie, ton micro est éteint, donc je ne sais pas si tu Oui, es. oui. Ok. Ah oui, j'ai vu, ouais. Couper les Ça cheveux. perd. Je fais en 4. Ouais, Xavier, bravo, Céline. Ouais. Pour une Et fois. voilà, bravo. Bravo, vous avez, bravo. brillamment répondu à l'ensemble des énigmes. Donc, normalement, vous êtes prêts, là, vous êtes préparés pour la suite. Ils sont chauds, je crois. Hein. Voilà, l'idée, c'était de passer un moment un peu ludique et puis de s'échauffer un petit peu quand même. Donc, on vous rappelle que le thème de ce soir, en fait, c'est choisir des bons jeux en fait pour les détourner de manière pédagogique. Donc déjà, ça nécessite d'en connaître et d'en utiliser pas mal des jeux. Et on s'est posé la question avec Stéphane de qu'est-ce qu'on avait déjà détourné nous comme jeu. Et le but, ça va être que vous puissiez vous exprimer aussi vous sur ce sujet parce que dans le premier meet-up, on a listé une quantité assez importante de jeux qui sont détournables en formation. Mais c'est pas pareil de se dire ils sont détournables ou se dire je les ai détournés, je sais ce que j'en fais, je sais à quel objectif pédagogique ça répond. Alors moi je vais vous donner un petit exemple pour qu'on puisse juste se projeter et puis démarrer. J'étais dans un groupe où il y avait une formatrice qui fait de la gestion du stress, de l'intelligence émotionnelle. Et elle travaille avec du personnel médical. Et en fait, le but de sa séquence pédagogique, parce qu'encore une fois, pour détourner des jeux, on part d'abord de quel est ton objectif pédagogique. C'est quand même dans cet ordre-là que ça marche. C'est pas je prends un jeu et je vois ce que j'en fais. C'est je prends un objectif pédagogique et je cherche un jeu associé à ça. Et donc, son objectif pédagogique, c'était déjà de travailler sur le vocabulaire des émotions, d'enrichir le vocabulaire des émotions pour les gens, parce que quand on ne sait pas suffisamment exprimer ses émotions, c'est difficile de travailler sur soi, de travailler sur le rapport aux autres, etc. Donc, on réfléchissait à comment mettre en place ça. Elle nous dit c'est une séquence qui est assez fastidieuse parce que j'ai une liste très longue avec beaucoup de mots de vocabulaire qui se réfèrent à plein d'émotions. Donc, pour l'instant, c'est fastidieux. Comment on rend ça ludique ? Et donc, on est parti du jeu Time's Up. Est-ce que vous connaissez le jeu Time's Up ? Oui. Vous voyez tous ce que c'est Time's Up, non ?
On peut vous mettre le lien si vous voulez dans le chat. Mais le principe, c'est qu'il y a 3 tours quand on fait deviner des mots dans Time's Up. Le premier tour, en fait, on fait deviner en donnant des définitions et la personne doit trouver. Au deuxième tour, on doit refaire deviner, mais uniquement en donnant un seul mot-clé. Pas plus, pas de phrase, etc. Juste un mot-clé, donc il va se référer probablement à la première manche. Et à la troisième manche, on doit mimer. Et donc, on a détourné ça et on a fait donc deviner, à partir de la même mécanique que celle de Time's Up, plein de mots de vocabulaire liés aux émotions. Alors, vous imaginez bien que dans la partie mime, pour mimer certaines nuances de la colère ou de la tristesse, etc., c'est chaud. Mais en fait, c'est assez drôle et justement, ça permet de vachement libérer d'émotions de faire ça. Donc, c'était intéressant parce que ça rendait la séquence beaucoup plus ludique, beaucoup plus... ça ancrait aussi de manière plus rapide le vocabulaire. Et donc, voilà, c'était un exemple de comment on est parti d'une intention qui était faire enregistrer beaucoup de mots de vocabulaire, étendre un peu le panel, mais rendre la séquence plus ludique parce que c'est assez mortel de lire des listes de mots en fait. Voilà, donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas, mais c'était juste pour vous donner un exemple de comment on détourne un jeu qui existe, Time's Up, avec un objectif pédagogique derrière. Ok, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou... Non, on avance. Bon, allez, on avance. Allez, ça marche. Alors, ouais, vas-y. Non, vas-y, Stéphane. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est justement de détourner un jeu. Et ce qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser le jeu Contrario. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, je ne le connaissais pas avant d'en discuter avec Ingrid. Et donc, on s'est dit, ce serait une excellente idée. Donc, le jeu Contrario, c'est simple. Le principe, c'est de prendre une expression, par exemple, et de remplacer certains mots de l'expression ou bien par le contraire, ou bien par un synonyme, ou bien éventuellement un mot de la même famille. Par exemple, les 101 dalmatiens deviendraient par exemple les 69 lévriers. Par exemple. C'était un exemple Wikipédia. Merci Wikipédia. Donc, je vais vous proposer 3 définitions pour s'échauffer. Alors, imaginons, pourquoi on l'utilise? Oui, toujours pareil, l'objectif pédagogique, n'oublions pas. Imaginons que vous avez vu un certain nombre de concepts durant votre formation et que vous avez envie de faire un rafraîchissement, ce qu'on appelle une réactivation ou un ancrage, et donc revoir ces concepts-là. Et puis, une fois que la personne a deviné avec le jeu Contrario quel était le concept que vous voulez évoquer, eh bien, il doit le décrire, il doit donner sa définition, etc. Il doit rappeler un petit peu les enjeux, etc. Imaginons que nous avons une formation sur les rituels managériaux en entreprise et que le contrario proposé, c'est ménage quotidien. À votre avis, de quoi s'agit-il? Daily meeting? Non. Ménage quotidien. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sais. J'ai envie de dire si réunion ça... hebdomadaire, mais c'est pas ça. C'est pas loin, ouais, il y a dit quelque chose, ouais. Ah, quand même. Il y a un rituel managérial qu'on retrouve régulièrement en entreprise. Nettoyage de Brief du matin. non, pas tout à fait ça. Un entretien annuel. Oui, l'entretien annuel, bravo Dorothée, excellent. J'avoue que je n'avais pas noté les réponses, j'avais noté que les énigmes, et quand j'ai revu, après une semaine qu'on avait travaillé avec Ingrid, je ne retrouvais plus les trucs. Voilà. Alors, deuxième exemple, imaginons que nous sommes en train de travailler sur la RSE avec Alexandre, qui est très sensible aux problématiques écologiques, et donc je vous propose pas oxygène. De quoi s'agit-il? Pas oxygène en termes écologiques. Véhicule électrique? Non. Ça aurait pu, hein, pas oxygène, oui, marche à pied oxygène. Empreinte carbone. Oui, empreinte carbone. C'est Elodie qui a parlé, c'est ça? Oui. Excellent, Elodie. Empreinte carbone, effectivement, pas oxygène. Elle est un peu facile, mais bon, voilà. Alors, ensuite, le dernier sur le jeu, imaginons qu'effectivement, Michael et Alexandre nous fassent une animation autour du jeu et de l'ensemble des jeux de société auxquels on peut jouer. Et puis, il fait deviner un jeu de société qui est bien connu à travers le contrario suivant, les explorateurs de l'autoroute. Les chevaliers du rail. Bravo, excellent. Alors, bon, une fois que vous avez compris ce principe,
Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va se répartir en groupes. Nous sommes 26, c'est ça, sans compter les 4 animateurs. Ça fait 22. On peut faire 6 groupes, par exemple, ou 5 groupes. Je ne sais pas si ça vous va. Et dans chacun des groupes, vous allez choisir un thème et vous allez choisir les contrarios qui vont bien. L'idée, c'est de ressortir du travail en groupe avec 1 ou 2 contrarios proposés à tout le monde. Ça vous va? Stéphane? Il y a une question de Vincent dans le chat. Vas-y. Oui, pardon, je n'ai pas vu. Du coup, tu enchaînes sur la définition, c'est-à-dire… Ah oui, tout à fait, oui. Effectivement, si je fais de la réactivation, je pourrais faire un truc comme ça. Je pourrais aussi utiliser un loto, ce genre de choses. Enfin, il y a tous les moyens pour son bon. Mais effectivement, voilà, avec l'idée de détournement que je proposais, c'est effectivement d'utiliser Contrario pour retrouver des concepts qui ont été évoqués depuis le début de la formation et dire, bah, tiens, ce concept-là, on l'a évoqué, de quoi s'agit-il, comment on s'en sert éventuellement, enfin voilà, quelle importance dans notre sujet. Effectivement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc voilà, on vous propose donc de choisir en sous-groupe un thème, le thème d'une formation donnée, et de trouver les 2 ou 3 contrarios que vous pourriez produire. Et donc revenir en grand groupe, on se donne, je ne sais plus combien de temps on s'était donné, 5 minutes, je pense. On s'était donné un quart d'heure et après 5 minutes voilà. pour débriefer dans les groupes. Voilà, donc allez, 15 minutes, c'est long, 15 minutes. Mais voilà, on vous donne la liberté, effectivement, de choisir un thème de formation et à travers ce thème de formation, de trouver quelques contrarios qui pourraient être, et vous sélectionnez les meilleurs pour nous les partager en grand groupe. C'est OK pour vous? Oui. Je ne sais pas si c'est Mickaël qui l'envoie en sous-groupe. Je vais faire, ouais, j'envoie en 2 salles, c'est parti. En 2 salles? C'est ça, hein? Non, plus que ça. Alors, combien? 21, ça fait 4 salles peut-être, oui. Allez, 4 salles. 4 salles, c'est bien. Et tu essayes de nous répartir, nous. Ouais, je vais faire ça. Normalement, c'est envoyé. Hop. Du coup, je fais la répartition s'il y a besoin. Alors, tac. Je suis arrivé avec l'enregistrement. Bonjour. L'enregistrement est dans notre groupe. Très bien. Zéro pression. Merci, Mickaël. Yes. Oui, c'est sympa, oui. Du coup, ce qu'on va vous proposer pour l'exercice là, si j'ai bien suivi aussi, c'est effectivement de choisir un thème pédagogique, peu importe lequel, celui que vous avez envie, et puis qu'on essaye de faire l'exercice de créer 3 contraires. D'accord. Quelqu'un a-t-il des préférences? Moi, je suis dans le FLE, dans le français langue étrangère. Donc, c'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Après, personnellement, moi, je suis dans l'UX, donc… ah oui, très bien. Moi aussi, je suis dans l'UX. Bon, super l'UX, majorité. Pour l'instant. Bienvenue à Hyper Créa qui nous a rejoint. Je ne sais pas si tu avais vu la séquence d'avant. En gros, on va essayer de faire un contrario, donc de transformer un mot en son contraire pour besoin pédagogique. On va montrer assez vite un exemple, je pense. Ok, super, merci. Qu'est-ce qui pourrait définir l'UX? Simplement. Ne serait-ce que l'expérience utilisateur, on pourrait peut-être trouver quelque chose avec ça. C'est peut-être un bon mot, expérience utilisateur, d'ailleurs. On a le droit de céder d'Internet. Trouver les synonymes. Expérience utilisateur. Donc là, ça peut être des synonymes, c'est forcément des contraires ou ça peut être des synonymes aussi? Pour Evelina, je ne sais pas si tu connais le contrario ou pas. Du coup, l'idée, c'est qu'on prend un mot qu'on va essayer de faire deviner, on le transforme en 2 mots qui sont des contraires ou des choses différentes. Et du coup, on donnera ces choses différentes pour essayer de faire deviner le mot qu'on veut. Ok, d'accord. Alors, ça peut être le contraire ou les synonymes. Alors, utilisateur, je pensais à usager, parce que usager, ça peut être troublant. Ça peut être un adjectif comme un nom. Alors, pire, client. Si on part sur le client, c'est bien le contraire de l'utilisateur.
Ok, client. Ouais. Alors après, Parcours client. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, en fait. on a fait le meilleur début, là. Ouais, Peut-être, ouais, tu veux. bon. Le thème de l'UX, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est quoi un contraire de utilisateur? Quelqu'un qui n'utilise pas? C'est propriétaire. Ah, c'est pas mal. Ouais. Propriétaire. Par contre, c'est quoi le contraire d'expérience? Bah oui, c'est ça. C'est dur, hein. Sinon, on utilise changer de mot, hein. test. Intuition. Plutôt que expérience. Oui. Ou sinon, on fait test utilisateur et on fait essai pour le synonyme de test. Essai propriétaire. C'est pas Essai mal, ça. propriétaire. C'est bien, ça. Ouais. Allez. Mais est-ce que propriétaire et utilisateur, c'est... Essai client? On peut garder ça pour... Enfin, si vous voulez, on peut garder ça au Ouais. client. Le client, j'ai peur que ça soit confusant aussi. Usager? Essai usager? Ben, client et utilisateur, c'est pas. Ça peut, le client peut être l'utilisateur, en fait, c'est pas contraire. Et propriétaire, c'est pas mal. Ouais. C'est proche. Et Propriétaire. prescripteur à la place de utilisateur. Essai propriétaire, c'est pas mal. Merci de prendre des notes analogiques, Michael. C'est fortement apprécié. Je me dis, quand on devra partager après, c'est simple au moins. Est-ce qu'on essaye un autre mot plutôt que... On verra peut-être après. Qu'est-ce qu'on aurait comme concept en UX qui sont compliqués ou qui pourraient être intéressants? Je ne connais pas trop le jeu de base, mais c'est forcément des mots contraires ou ça peut être des expressions? Les expressions peuvent contenir des synonymes, des contraires, d'après ce que j'ai compris, ou même des mots Ça apparentés. pourrait aider, parce que là, on a des gens du UX, on parle souvent d'expérience utilisateur, mais c'est quoi quand il n'y a pas d'expérience utilisateur? C'est débrouille-toi tout seul. Hein. C'est pas, je dis, comment on dit en français? C'est pas fait pour toi. Est-ce qu'on essaie un autre mot? Qu'est-ce On qu'on pourrait a? partir sur du vocabulaire anglais, genre user-friendly, des trucs comme ça. Ah ouais, tiens. User-friendly, c'est pas mal parce que ça, on va s'en sortir, je pense. Normalement. Oui. Ouais. C'est quoi le contraire d'amical? Ennemi. Hostile. Hostile, ouais. Hostile. Et du coup, on va retomber sur utilisateur un peu. Un peu le cœur du métier. Ouais, il y a encore... Alors, je pensais à Dark, genre Dark Side, le côté obscur de la force, pour le contraire de... Un truc un peu plus imagé. En allant loin, le contraire d'un utilisateur, c'est d'une personne, c'est un objet, mais bon, du coup, ça va être compliqué. C'est vrai, l'absence d'expérience, à part le vide, expérience, ici on dirait c'est plate, mais genre c'est nul, mais sieste propriétaire. Sa sieste propriétaire, ça serait pour expérience utilisateur, c'est ça? En gros, il ne se passe rien. C'est pas mal. Allez, je le mets. On aura des mots où il y aura des indices entre eux. On pourra faire deviner le global, ce que c'était. Ouais, dans du UX, les 1001 boutons. Tiens, voilà, comment ça se dit?
Un écran chromatique avec des boutons blancs incrustés. Avec maquette ou quelque chose comme ça, est-ce que vous avez quelque chose, un truc en 2 mots? Parce que j'avais prototype, mais c'est pareil déjà, faut connaître. Après, on peut J'ai peut-être maquette fonctionnelle, mais c'est quand même assez technique. Ouais, et si on partait sur interface graphique ou quelque chose, même si je sais bien hein, que c'est pas que du tout, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire deviner? Et de cartes. Je suis pas sûr d'avoir entendu carte. Tri de cartes. C'est une méthode Ok, de conception. Ouais. ok, pourquoi pas. Donc l'inverse de trier, c'est Mélange. mélange. Et l'inverse C'est des ça. cartes. Là, tu as bien dit l'inverse de trier. C'est Ouais, là. mélanger. Mélanger, brasser. Ouais. Ah, j'aime bien brasser. On part sur brassage. Brassage. Moi, j'ai une question. En France, vous utilisez l'abréviation EU pour expérience utilisateur ou c'est vraiment que du UX? Non, comme... que UX. Ok, ouais, c'est ce qui me semblait. Et du coup, le contraire de carte, c'est quoi? Enfin, un contraire ou quelque chose de dérivé? Ouais, quelque chose qui s'y rapporte. Ah, j'ai les pions. Brassage de pions, oui. Je pensais à Ouais. ça. Ou mélange de pions, oui. Moi, Ok, j'ai, on est... genre planisphère ou de plan. Un carte. Ah, encore plus dur. Brassage de plan. Attends, le but, c'est quand même qu'il le trouve à la fin. Ouais, mais en fait, dans ce que j'ai compris quand même, dans ce qui a été dit et dans ce qu'on disait, c'est que normalement, ils ont eu les mots-clés avant, ils ont eu une formation qui parle de ces sujets avec des notions clés qui sont celles-là. Parce qu'effectivement, comme ça, à chaud, trouver des mots métiers... Enfin, en fait, comme on n'a pas du tout le spectre réduit des mots, on ne sait pas trop où chercher, là, si on va dans un autre groupe et on leur dit sieste propriétaire... S'ils trouvent, ils ont droit à un chocolat. Yes. Bon, une seconde. Alors, par défaut, vos micros sont coupés hein, pour info. Et voilà. Les bérets rouges, c'est un mouvement que j'ai raté ou même pas hein? Voilà, hop, et puis celui-là. Alors, je vais vous proposer. Alors, je n'ai pas eu le temps d'en écrire tous. Je vous propose quelques-uns si ça vous va de notre groupe. Bon, ça on était le meilleur, hein, meilleur groupe, forcément. Hein. On a perdu du monde en route, là, non? Pas Tout le monde n'est pas revenu. Non, on est 27. On est 27, c'est bon. Alors, je n'ai pas forcément, excusez-moi pour le groupe, hein, je ne vais peut-être pas te recopier tous les trucs. Je partage mon écran. C'est pas celui-là. C'est forcément si je n'anime pas au bon endroit. Diaporama, je l'affiche sur l'autre écran. C'est parti. Hop, c'est parti. Et voilà. Voici la première définition. À votre avis? Donc, le thème qui est proposé, que nous avons proposé, c'est la gestion de projet. Donc, c'est tous les mots qui sont associés à la gestion de projet. Gantt. Rétroplanning. Rétroplanning, exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rétroplanning? Voilà, je laisserai Alexandre l'expliquer une prochaine fois. Schéma de moufle. Attention, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Diagramme de Gantt. Oui, diagramme de Gantt. Oh là là. Il y en a qui sont plus près que d'autres. Hein. Chaos engourdi. Très à la mode, chaos engourdi. La méthode agile, la gestion agile. Oui, la méthode agile, Julien, excellent. Alors, vélo en Y. Cycle en V. Cycle en V. Cycle en V. Et pointillé mortel. Une deadline. Bravo, deadline, effectivement, bravo. Magnifique. Bon, bravo. Soudain, je trouve que notre groupe n'était pas si méchant. Allez, un autre groupe. Moi, je peux passer si vous voulez. Hop, j'essaye juste de vous montrer. Alors, je vous mets les 3 mots en même temps et je vous laisse deviner le domaine en même temps s'il y en a qui ont. On a essai propriétaire, sieste propriétaire et brassage de pions ou de plans. Test utilisateur. Exact, ouais, c'est ça.
Test, Donc, c'était le premier. test utilisateur. Et, C'est quoi le thème général? Et bah, du coup, c'est le mot du milieu. Expérience utilisateur. C'est ça, expérience utilisateur au milieu, effectivement. Enfin, on était sur l'UX en général. Et troisième, plus dur, plus expert, mais peut-être que vous pouvez trouver. On peut peut-être dire qu'il y a un 2 entre brassage et pion ou plan. Brassage Allez. de pion. Le tri de je ne sais pas quoi. Ouais, j'étais sur tri aussi. Alors, vous pouvez vous aider de plan. Vous pouvez vous aider Carte. de pion. Exactement. Bravo. Connaître l'UX. Tri de carte. Ouais. Yes. Bah, je laisse enchaîner. On a le droit à avoir un demi-point quand même parce qu'on était 2 à avoir tri. Hein, d'accord? Alors, le troisième groupe. Allons-y. Donc, le groupe, dans mon groupe, c'était Nathalie qui a proposé le thème du management de la qualité. Alors, on vous propose... du coup, moi, je les ai écrits sur un fichier Excel. Je ne peux pas vous le partager parce qu'il y a les réponses en face. donc voilà, soyez à l'écoute. Si on vous dit investigation du mécontentement. Gestion des irritants? Non. analyse de la satisfaction client? Ouais, c'est pas mal ça. On n'est pas loin, on s'approche. Investigation. Étude de la satisfaction? Analyse. Presque. Enquête? Oui. Client? Enquête client. Enquête de satisfaction. Enquête de satisfaction. Investigation du mécontentement, enquête de satisfaction. Celui-là, je vais vous le donner qu'à la fin. Chaos de la sécurité. Méthode qualité. Non. Organisation qualité? Plan qualité? La sécurité, tu dis? Chaos de la sécurité. Ah, oui, gestion du risque, Vincent, il a raison. Oui. Ouais. Oui. Mesure de médiocrité. Indicateur qualité. Non, indicateur, c'est bon. De performance. Oui, indicateur de performance. Oui. Repère de quantité. Perte. Indicateur qualité? Indicateur qualité, oui. Ou mesure de la qualité? C'était pas tout à fait ça, mais ça pourrait. Ça qualité, c'est bon. Saut de qualité, non. Repère de qualité? Non, repère de quantité. Donc en repère face. de quantité, c'est ça, de qualité. Donc. C'était critères de qualité. Critères de qualité. Et Ouais. un dernier qui, quand même nous, on l'a trouvé que c'était tiré par les cheveux. Amas d'éparpillement. Indice de convergence? Non. Déjà, c'est bien de le tenter parce que franchement. Recueil de retour? Julien n'y arrive pas alors qu'il était dans le groupe. Ouais, c'est ça. Amas d'éparpillement. Alors, je sais pas, déjà chercher éparpillement peut-être. Ouais. Le contraire d'éparpillement. Consolidation. Cœur de cible. Assemblage. C'est pas cible. Convergence, pas mal, convergence. Non. Concentration? Ouais, pas mal aussi. Je savais qu'il serait dur celui-là. Un focus groupe. Nous, on a considéré que c'était gestion de processus. Faut le chercher. Hein. Bah, écoute, on en a quand même trouvé plusieurs en 10 minutes. C'est bien, on est content. Alors, je crois qu'il y a un quatrième groupe, il me semble, non? Tout le monde n'est pas passé. Qu'est-ce qui prend le lead? Alors, attends, je ne suis pas sûre que vous le voyez, en fait. Non, je pense Émilie? pas. Je vais vous les dire, parce que sinon, on ne va rien y voir du tout. Moi, je vais vous les dire. En fait, nous, on a été moins productifs les autres. Hein. Le thème de la formation, c'est Calliope.
Waouh. Dur. Ouais. Alors non, parce que déjà ça plombe l'ambiance. Ouais, c'est pas fun, ouais, voilà. Mais en fait, on a c'est plusieurs expressions pour les mêmes mots, enfin pour le même boussole anti-défaut ou quantité de boussole ou sens de défaut. On a perdu. Je vous donne le premier, boussole anti-défaut. Direction qualité. Boussole anti-défaut. Quantité de boussole. Peut-être celui-là est plus facile. C'était bon pour la deuxième partie. Hein. Qualité, oui. Ouais. J'aime bien 42, j'avais pas vu. Bravo Ziad. Qualité des indicateurs. Non, je sais pas. Presque pour repère qualité, ouais. Contrôle qualité. Indicateur de qualité. Indicateur qualité. Oui. Critère. Indicateur qualité. Ouais. C'était ça. Et c'est le seul qu'on a fait, nous, parce qu'on a tourné, on a donné plusieurs contrarios pour la même expression. Ah d'accord. Ok. Yes. Bon, bah super. Non, il y a aussi apprentissage d'enfants. Formation pour adultes. Bon, voilà. Un peu rapide, un peu facile. Ouais, t'es gentil quand même. Super. Ça permet de réconcilier avec l'exercice. Non, mais c'est super. Bah, du coup, bon, vous avez vu le principe. Donc là, c'est dans l'idée d'aller faire retravailler dans une séquence des mots-clés, des notions qui ont été vues pendant la formation ou qui sont des choses qui sont importantes à connaître de manière ludique. Voilà, on leur fait redécouvrir en allant travailler sur des contraires ou sur des homonymes. Et ça permet évidemment derrière de remettre des définitions si c'est nécessaire ou de répondre aux questions des apprenants s'ils vous disent « Ah oui, tu nous avais parlé de ce truc, mais je me rappelle déjà plus ce que c'est ou je c'est pas très clair » et donc de revenir dessus. Voilà. Donc ça, typiquement, ça correspond à un objectif pédagogique de réactivation. Voilà, un exemple. Et comme ça, les participants pourront retenir que pour faire un planning, il faut mettre des moufles. Oui, en plus, c'est vrai que c'est très visuel. Donc après, le diagramme de Gantt, tu le vois avec tes petites moufles. Alors, Alexandre, tu avais une requête par rapport à ton Airtable sur les jeux détournés. Il y avait une requête sur le Airtable. Non, il y avait juste quelqu'un qui avait envie de participer pour continuer à l'équiper. Je ne sais pas si tu veux que je... Bah, en fait, tu peux peut-être déjà expliquer ce que c'est. C'est à l'issue du premier meet-up qu'on a repris tout ce qui avait été produit par les sous-groupes sur les jeux détournables en formation. Et donc, Alexandre en a fait une base sur Airtable. Exactement, on avait listé, alors je vais vous partager rapidement l'écran, ce sera un petit peu plus simple pour illustrer. En fait, on avait, lors du meet-up précédent, listé pas mal de jeux détournables ou de jeux pédagogiques. Et du coup, j'ai utilisé Airtable pour faire une base qui sera accessible à tous dans la communauté, qui permet de retrouver un petit peu en fait tous les différents jeux avec des visuels, parce que ça permet de se représenter un petit peu plus aussi le style du jeu. Ce qui nous manque actuellement, c'est pour certains la thématique du jeu, voire un commentaire qui pourrait expliquer comment on peut le détourner. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont motivées pour peut-être tester des jeux ou partager leurs connaissances par rapport à ces jeux, si jamais vous les avez déjà utilisés pour les détourner, ce serait assez chouette de vous manifester, parce que comme ça, je peux vous donner un accès à la base, sachant que tout le monde peut rajouter des jeux, mais pour modifier la base, pour l'instant, il faut un accès. Mais ça permettrait d'avoir une base collaborative avec tous les jeux, et c'est un truc qui, je crois, n'existe pas ailleurs, donc c'est quand même plutôt cool et assez intéressant pour les gens qui potentiellement, pour l'instant, n'utilisent pas du tout les jeux en formation, mais qui voudraient s'y mettre. Ça fait un bon raccourci, je pense, et d'ailleurs, on retrouve le contrario pour l'acquisition de vocabulaire. Et tu vois, sur le concept qui est juste à côté, voilà, les gens ont rempli, là aussi pour du vocabulaire, moi j'ai d'autres idées sur concept que vocabulaire, et pour utiliser avec des notions vues en formation ou acquisition de vocabulaire. Plus on enrichit ça sur des exemples précis de comment on les a utilisés nous-mêmes, à quelle fin pédagogique, et plus ça aidera les gens à s'en emparer en fait. Exactement.
Puis s'il y a des gens qui sont intéressés directement par le fonctionnement d'Airtable, je ne suis pas expert, mais j'aime bien utiliser ce genre d'outil. Je pourrais aussi faire un petit tuto sur comment on construit une base dessus. Voilà. Donc, du coup, il y avait quand même 115, 116 jeux, hein, je crois, qui ont été recensés dans la base. Ouais, on a ce qui est vraiment super. Une bonne centaine, effectivement. Où on peut en trouver la liste, et on va la mettre dans le chat. Oui, Est-ce que je mets ça dans le chat. Est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'on envoie, parce que si on a juste utilisé un jeu, on ne va pas avoir un accès, mais qu'on envoie un commentaire à une adresse ou quelque part par rapport à l'utilisation d'un jeu? Ça peut être une possibilité aussi. Le plus simple, ça peut être de partager ça sur le Slack de la communauté. Ok. Je vous donne l'accès en... Voici le lien dans le chat. Normalement, vous avez... là, c'est simplement la vue. Vous pouvez trier. Hein. Il y a la possibilité de mettre des filtres, de chercher directement avec la petite loupe en haut à droite. Mais effectivement, si vous avez utilisé des jeux en particulier, ça peut être bien de laisser un message sur Slack. Comme ça laisse une trace. Et un de nous, du coup, peut d'enrichir parce qu'on ne peut pas tous être dessus. Ouais. Oui, si c'est pour un seul jeu, effectivement. Un ou deux, enfin voilà, il y en a énormément. C'est clair. Donc, alors, il nous reste juste 10 minutes normalement, si je m'abuse. Donc, on va pas faire mentir Ingrid, on risque de déborder un peu. Donc, ce qu'on voulait faire comme deuxième séquence, c'est vous proposer de partir d'un cas de figure que vous avez vous. Voilà, une formation que vous voulez mener, etc., sur lequel vous avez une séquence. Ça peut être différents besoins, ça peut être la réactivation comme on vient de faire ou autre chose. Et puis l'idée, c'est de trouver les jeux qu'on pourrait détourner par rapport à ce truc-là. Oui, parce que dans la séquence précédente, on vous a proposé Contrario parce que c'était une façon de vous montrer de manière appliquée comment on fait à partir d'une mécanique de jeu existante. Mais là, le but, c'est d'être dans un format plus ouvert. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie qu'on réfléchisse, profitez de l'intelligence collective du groupe pour dire, moi j'ai un sujet, je voudrais gamifier telle séquence de mon scénario pédagogique, et puis on peut réfléchir à des mécaniques de jeu qui vont en face, ou si on a des expériences un peu similaires, y réfléchir collectivement. Mais du coup, il faut que vous ayez des idées, parce que là, le but, c'est d'être plutôt à votre disposition pour réfléchir que d'imposer un nouveau thème, en fait. Voilà. Et en 10 minutes, avec 23 personnes, je ne doute pas qu'il va y avoir pas mal d'idées. Il y a matière. Mais ça prouve qu'on en perd en route. Hein. Je ne sais pas, il y a des gens qui disparaissent comme ça. Dans les sous-salles de Zoom, par moment, je pense, dans le chemin. Ils sont égarés dans un couloir virtuel, il faut les retrouver. Et quand ils croisent Céline, ils sont mordorés. Alors, il faut que j'avance moi sur les énigmes. Qui a écrit sur l'UX Design? C'est Vincent. Ouais, moi je parle que de ça, moi je suis monomaniaque. Okay. Et du coup, oui, pourquoi pas. Après, quels sont les autres sujets que vous pouvez avoir mais c'est un peu flou. L'UX Design, ça serait quelle compétence c'est pour faire découvrir quoi? Alors là, en fait, c'est une intervention en école de 2 heures où on va parler de projets numériques. Et donc, il y a plusieurs modules. Et il y a une partie sur l'UX Design, mais du coup, hyper générale. Donc, moi, c'était peut-être prendre l'alphabet et trouver un mot clé que ça vous évoque, ce qui permet un peu de sonder un peu la connaissance du public. Il y en avait un autre, j'avais des vrais faux, mais là j'aime beaucoup le contrario, je pense que ça peut être un super réactivateur, mais une fois qu'on a donné peut-être les définitions, et là comme moi en fait je suis vraiment, je connais très peu de jeux, là je bute un peu pour essayer de rendre ça ludique, quoi. Après, je ne veux pas imposer mon sujet, même si j'ai déjà commencé. Et voilà. Donc là, non, mais c'est le but.
Et quand tu dis UX design, c'est un certain nombre de notions et de pratiques associées à l'UX design, donc qu'il faudrait faire deviner ou décrire en tout cas. Ouais. En fait, je peux parler autre chose que de l'UX design, mais c'est une périphrase. Mais en gros, c'est la conception centrée utilisateur pour des produits numériques actuels, produits ou services. Et ça, c'est pour des étudiants Sciences Po, là, par exemple, là, dans le cas présent. L'idée, c'est de faire des ateliers et puis des groupes et de rendre la chose le plus interactive possible. Et comme moi, j'ai une grosse matière, mais de monologue, j'ai pas envie de tomber dans ce piège. Et c'est difficile parce que j'ai 30 heures de cours que j'ai préparé précédemment sur une autre intervention, que de la théorie. Et là, on me demande de faire 2 heures, donc genre beaucoup moins, et puis que de la pratique pour passer les bases. Et la synthèse, c'est pas mon fort. Moi, j'ai une petite... C'est quoi en UX design ce que tu dois leur dire pendant les 2 heures? L'essentiel. Alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est leur donner une méthodologie qu'ils doivent appliquer systématiquement ou est-ce que c'est juste leur montrer globalement ce que c'est? Les deux? Parce que non, la deuxième, je dirais. La deuxième, parce que pour moi, c'est de la culture à ce niveau-là. En 2 heures, c'est pas pour donner un outil. En 2 heures, j'estime qu'on ne maîtrisera rien. C'est plus de la prise de conscience de tout ce qui existe. Quand on parle de l'INUX, UX, quelles sont les méthodes, d'où ça vient, du design thinking, et puis on se perd. Design, de la conception, du terrorisme et beaucoup de choses. D'accord. Je dirais, c'est surtout pour... En matériel, tu as quoi? J'allais dire... Je sais pas. Parce que si tu veux, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, par exemple, et créer, de mettre toutes ces notions-là, en fait, sur des bouts de carton ou des choses comme ça. Ouais. Et en fait, d'avoir, alors pas une forme aussi précise que les pièces de puzzle, tu vois, beaucoup plus fine, sans ces extraits, ces bouts qui partent à droite, à gauche, etc. Et en fait, avec des notions qui n'ont rien à voir avec cette matière-là. Et essayer de créer en fait une espèce de carte grâce à ces différentes pièces pour savoir ce qui va rentrer dans ta notion, pour avoir cette vision globale, ce qui ne va pas rentrer dans cette notion et donc qui ne va pas fonctionner avec aucune des pièces. Et donc, tu auras des pièces qui seront en trop, qui seront donc l'extérieur. Et en fait, après, quand ils auront bien mis en place avec tous les bords, etc., ça te fait comme un puzzle, en fait, comme une image de puzzle, mais sauf que tu as toutes les notions et que si jamais ils sont curieux, ils peuvent, tu peux mettre un QR code avec une fiche sur Internet. Et en fait, ils vont voir cette notion-là par le QR code. Et ils peuvent aussi, pour essayer de voir si la pièce rentre dans ce puzzle géant, scanner les QR codes des notions qui n'y sont pas pour voir ce que c'est et savoir s'ils les font rentrer dedans ou pas. Et comme ça, ils peuvent travailler en groupe parce que tu peux le faire en petits groupes et ensuite voir ce que chacun a mis et corriger. Enfin, pardon, j'ai peut-être... T'as un exemple de... On dirait que tu l'as déjà fait? Ouais, voilà. Non, alors ça s'appelle l'émulsion de Céline. Stéphane a déjà vu. Je m'excuse, quand c'est pas préparé, on a l'impression effectivement, mais voilà, ça m'est venu à ce moment-là. Pardon. Et Michael, tu disais dans le chat que tu avais vu un détournement du jeu Black Stories. Ouais, Black Stories, c'est un jeu, peut-être certains ont déjà joué à ce jeu sous forme de devinette. Souvent, c'est des situations un peu bizarre. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans une petite salle remplie d'eau, vous avez 2 hommes morts qui flottent avec un échiquier et un revolver. Et en fait, moi, je connais la réponse et ce qui s'est passé. Et vous allez me poser des questions. J'ai le droit de répondre que par oui ou par non pour essayer de savoir ce qui s'est passé. On ne va pas le faire maintenant. La réponse est sur Internet, mais parce que sinon, on va exploser le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça entraîne à poser des questions. Et entre autres, dans le meet-up où j'avais fait ça, moi, on avait fait à la fois le jeu avec des questions ouvertes ou fermées. Des questions, on dit oui ou non, et après des questions plus détaillées pour montrer justement, selon les questions qu'on pose en test utilisateur, etc., on va pas arriver aux mêmes informations et à la même rapidité non plus pour avoir les choses. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant à utiliser là-dessus. Je vous mets un petit exemple des règles du jeu sur le chat pour ceux qui voudront regarder après. Moi, j'ai une autre idée.
ce qui pourrait être fait aussi, c'est partir de qui veut gagner des millions. Et tu répartis les participants en petites équipes. Chaque équipe a un document qui a justement toutes les définitions que tu veux faire aborder. Et chaque équipe doit produire 2 ou 3 ou 4 questions à poser à l'autre équipe pour faire deviner un des concepts qu'il a sous son document. Donc, c'est eux qui vont charger d'aller récupérer le savoir-faire du document. Ce n'est pas toi qui le donnes. Donc, eux, ils vont chercher le doc. Et le but du jeu, c'est de construire un questionnaire, voilà, genre qui veut gagner des millions. Donc, tu as la question et 4 réponses. Et donc, il faut trouver la réponse. Voilà. Éventuellement, tu peux même faire un appel à un ami en demandant à Vincent Charpentier de répondre, de donner un indice, ce genre de choses. Tu vois, tu peux faire un truc comme ça, quoi. 50-50. Ouais, d'accord. Et là, ça marche plutôt bien parce que les personnes, en général, les équipes s'autorisent à faire 3 réponses et puis la 4e, ils ne savent pas. Et donc, ils sortent une réponse complètement fantasque qui fait rigoler tout le monde. Et c'est un moment qui est plutôt d'apprentissage, qui est plutôt fun, en fait. Moi, je pense… Pardon, tu as combien d'étudiants? C'est pour combien de personnes? Je me rends compte que je ne peux pas te dire. Je ne sais pas encore. Ça, c'est chaud quand même. Ça fait partie des prérequis de savoir combien il y a de joueurs. Oui, mais c'est vrai que c'est assez difficile parfois à avoir l'info dans les écoles. Ok. Mais pour info, en fait, je n'ai pas pris moi toute la formation. Moi, justement, on a fait appel à un ami, c'est un ancien collègue qui m'a dit je fais une intervention pour Sciences Po et j'ai 6 modules et il y en a un des modules, c'est sur l'UX. J'ai dit, il faut que je vienne. Enfin, c'est même moi qui me suis porté volontaire. Je fiche, on le fait ensemble. Et là, aujourd'hui, il me dit plutôt, voilà la trame. Il faut que ça soit interactif. Merci, au revoir. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ce ping-pong. Et on va prendre le temps. Mais comme c'est en juin, on a un peu de temps, mais ça peut arriver vite. Et tu as raison. La taille des groupes et le nombre de participants, ça va être essentiel. Justement, si tu as un groupe assez important, tu pourrais te baser aussi sur ce qu'on fait. Je ne sais pas si tu connais Lego for Scrum. Mais pour avoir une initiation à Scrum, en fait, il y a une méthode avec des Lego. Et, si je le résume vite fait, tu as quelqu'un qui est dans le rôle du maire de la ville, par exemple, et qui va donner des consignes à des équipes qui vont du coup travailler en mode agile pour découvrir Scrum. Donc, ils vont leur dire, alors, vous allez construire une ville, vous allez construire ma ville, dont je suis le maire. Je veux un hôpital avec tant de briques rouges et tant de briques blanches. Je veux une école, mais il faut qu'à côté de l'école, il y ait la rivière, etc. Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils produisent, d'abord, ils se rendent compte qu'ils ont une pénurie de certaines pièces. Et le maire, qui est omnipotent, il dit, ah non, par contre, j'avais oublié de vous dire, il faut absolument un pont à cet endroit-là. Et donc, en fait, comme tu changes les règles du jeu au fur et à mesure, ils sont obligés de s'adapter de manière très agile et très rapide avec les pièces de Lego dont ils disposent. Et donc, il va falloir qu'ils aillent négocier avec d'autres équipes, etc., qu'ils fassent des choix. Et donc, je pense que ça doit être tout à fait détournable à la question de l'UX, de leur faire construire des choses qui, du coup, ne sont pas adaptées en termes d'UX et qu'eux doivent faire en sorte de les réadapter pour que ce soit plus le raccord avec ce que peut attendre un utilisateur du lieu. Enfin, tu vois, je lance l'idée comme ça, j'imagine que il y a pas mal de travail derrière, mais ça peut être intéressant de les faire manipuler, de les faire construire des trucs avec une approche UX, en fait. Moi, j'ai un complément là-dessus qui est à peu près dans la même lignée. C'est chacun de tes petits groupes est expert en une seule notion, ou une seule idée, ou une seule activité. Puis il faut qu'elle la maîtrise, puis il faut qu'ils aillent vendre leur idée aux autres groupes. Puis à la fin, tu es censé avoir l'adoption de toutes ces notions dans toutes les équipes. Mais évidemment, tu t'arranges pour qu'ils n'aient pas le temps. De toute façon, il va manquer des éléments importants, puis ils vont devoir après plus ou moins se justifier en disant mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, puis ça fait puis il y a là-dessus. L'autre élément, c'est un classique, c'est le jeu des 7 erreurs. Tu prends une image, vu que c'est pour le numérique, site internet, application mobile, interface de jeu, ce que tu veux, avec une courte description, puis ils doivent trouver les erreurs essentielles qui sont là-dedans, donc les flaguer. Puis là aussi, tu t'arranges pour que le temps soit assez stressant. C'est toujours bien de les faire travailler là-dessus. Mais ça, c'est un grand classique parce que souvent, les gens vont tomber dans le piège de ces erreurs, les éléments visuels. Puis après, il faut toujours qu'ils puissent argumenter
C'est le fameux, qu'est-ce qui manque à ton avis? Bon, je sais pas. C'est la meilleure réponse ad aeternam. C'est le je sais pas, ça marche toujours. Preuve de qualité. Ouais. Non, je plaisante. Mais c'est des trucs, tu sais, qui demandent très facile. Tu n'as besoin de rien, à part tu sais, du papier, comme diraient certains, ou du 2.0. Puis ce qu'a dit Ingrid, tu sais, en complément, que tu aies vraiment des experts qu'un groupe qui maîtrisent une seule notion, soient capables de diffuser l'info plus loin. Ça, c'est des trucs que j'ai pratiqués. Voilà. Top. Top, top, top. Et il est 32, donc si nous voulons respecter les temps de couchage des enfants, les temps de repas, les temps de déplacement pour revenir du boulot éventuellement pour l'un ou l'autre, ça peut être intéressant de couper. Est-ce que Ingrid, Alexandre ou Michael, vous avez un petit mot? Moi, j'avais une question. J'avais une question pour Stéphane et Ingrid. Si vous avez 2-3 conseils à nous donner de façon générale quand on va s'amuser à adapter, prendre des jeux là, et essayer de s'y mettre. Vous avez justement, j'allais conclure par ça en disant il ne faut pas se tromper. Dans l'ordre, c'est toujours quel est mon objectif pédagogique sur cette séquence? Qu'est-ce que je veux qu'ils apprennent, qu'ils fassent, qu'ils maîtrisent, etc. Et à partir de là, je vais aller chercher dans des... Alors moi, ce que je conseille pour démarrer, c'est de démarrer petit, de démarrer avec des jeux qu'on connaît, des mécaniques de jeu qu'on a déjà utilisées, parce que pour la détourner, encore faut-il maîtriser le truc. Faut pas se lancer dans... Enfin, je veux dire, c'est super de créer carrément un escape game, mais ça n'est rentable que si, vous le faites 10 fois cet atelier, parce que sinon, c'est quand même extrêmement chronophage, hein, la gamification. C'est passionnant. Enfin, moi, j'adore ça, comme beaucoup de gens ici, mais c'est très, très chronophage. Donc, il faut faire un ratio... objectif pédagogique, temps à y passer et plaisir des apprenants. Et puis surtout, à la fin d'une séquence gamifiée, d'une séquence pédagogique, il faut impérativement débriefer. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que ça leur a montré, parce que si on ne débriefe pas, on est purement dans du jeu pour jouer et ça ne sert à rien sur le plan cognitif en fait. Voilà, ça c'est vraiment les 2 conseils importants, c'est partir de l'objectif pédagogique et faire un débrief, une remédiation à la fin de la séquence, toujours. On peut une dernière question? 30 secondes, très vite. Qu'est-ce que tu fais quand ta salle est absolument pas... c'est pas des joueurs et ils sont plus ou moins réfractaires. Prenons des employés de banque qui ont tous un certain âge, puis qui ont... Tu sais, le jeu, on n'est pas là pour jouer, on est là sérieux. Tu sais, je fais exprès de jouer sur les clichés, mais... Ouais, mais j'en ai eu des comme ça, moi. Alors d'abord, des fois, je ne joue pas. Du coup, s'ils sont vraiment réfractaires, je n'y vais pas. Je ne vais pas les obliger. Mais souvent, j'y vais par escalier. C'est-à-dire que je commence avec un petit photolangage tranquille pour voir si déjà ils sont vent debout sur Dixit ou ça va. Mais toujours, je pose une intention. C'est-à-dire que je leur explique pourquoi j'ai fait le choix pédagogiquement de passer par quelque chose de ludifié. Donc, je rappelle quand même un certain nombre de notions de neurosciences appliquées à l'apprentissage. Pourquoi le jeu les met en mouvement, en fait, et, en termes d'apprentissage, pourquoi ça les rend plus actifs, etc. Si je ne les ai pas convaincus, je ne vais pas insister beaucoup, mais souvent, quand tu poses l'intention, ils finissent par se prendre quand même au truc, et puis tu peux du coup, si tu as passé la première marche avec eux, tu peux attaquer la deuxième, mais il faut y aller progressivement quand même. Si tu sens qu'ils sont très réfractaires, ça peut effectivement te plomber le truc. Il y a ça et les mauvais joueurs, enfin les mauvais perdants. Ça peut te plomber un groupe aussi quand ils sont vraiment en mode challenge et qu'ils ont perdu. Ils ne retiennent que ça, qu'ils ont perdu, alors que ton objectif pédagogique, c'est qu'ils apprennent un truc quand même. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, pour compléter ce que disait Ingrid, dans la ludopédagogie, il y a à la fois les serious games, c'est-à-dire partir d'un jeu existant ou créé, il y a aussi la gamification. Et donc là, c'est simplement utiliser des phénomènes ludiques. Le fait de mettre, par exemple, de faire 2 équipes et de demander à chaque équipe de sortir, par exemple, le maximum d'éléments qu'il y a dans un bilan comptable, c'est très peu ludique, en fait. Mais en fait, c'est un levier ludique qui fait qu'à un moment, ils vont être complètement concentrés sur leur sujet et puis ils vont faire un peu la compétition. Donc, voilà. Donc, c'est là l'intérêt, c'est tout le curseur justement entre je fais un jeu de loi ou un jeu vraiment c'est un truc ludique et simplement des séquences gamifiées où simplement on rajoute quelques éléments et là ça passe crème. Voilà, je vois qu'il y a déjà des personnes qui doivent s'en aller. Ouais, on veut bien juste un petit ressenti sur le meet-up. Alors vous pouvez faire un dessin sur un post-it, vous pouvez utiliser une réaction, un émoticône, ce que vous voulez, mais voilà, une petite réaction sur c'était bien, c'était pas bien, on peut mieux faire. Mon chat a été captivé si tu veux.
Ah, il y a... Qu'est-ce que tu nous as partagé, Michael? Ah, tu nous dessines un truc? Maintenant, vous pouvez faire un dessin. Et non, parce que tu nous as pas mis... tu nous as Alors, partagé ton écran, mais tu n'as pas partagé le tableau. ah, c'est un tableau qui n'est pas partagé, dommage. Vous pouvez cliquer droit. Si, tu peux mettre des petits cœurs là. Waouh. Voilà, tu peux dessiner aussi. Ok, je pensais que c'était partagé, que tout le monde pouvait dessiner. Normalement, c'est partagé, tout le monde Ok. peut. Ah oui, N'hésitez si pas. tu cliques sur annoter, oui. Voilà, c'est les options affichage qui sont en haut sur un PC. Il y a annoter puis qui permet de. Voilà. Ok. Bon, bref, voilà. Après, si vous voulez Voilà, dire quelque chose à exactement, l'oral, bref. n'hésitez pas. Et puis sinon, bonne soirée à tous ceux qui doivent nous quitter. Et merci d'avoir été présent. Et puis, à la limite, Ingrid et moi, et Alexandre et Michael, si vous avez tout d'un coup une envie pressante de gamifier quelque chose, voilà, ça peut toujours être intéressant. Il y a la communauté Slack qui est intéressante aussi, parce que vous posez une question, il y a toujours forcément sur les plus de 300 personnes, l'un ou l'autre qui sera intéressé de se dire « Ah bah tiens, ça m'intéresse », parce que c'est un sujet qui est intéressant. Ouais. Moi, je veux bien compléter un peu. Par contre, pas ces temps-ci à Game Jam week-end prochain. Voilà. On a dépassé les 400. Hop. Oui, Donc, oui. C'est Mickaël qui peut confirmer, mais je crois qu'on est plus de 400 sur le 408. Exactement. Bravo. Ah, voilà. Le 400 gagne un iPhone. Hein. On sait pas Stéphane, on a dit qu'on arrête de promettre des... Je t'envoie la facture à la fin. Après, Stéphane, vu que tu es à Lille, tu pourrais faire gagner des gaufres de chez Mère. Des gaufres de chez Mère, tout à fait, ou des merveilleux. On en parle beaucoup de ces gaufres, mais j'en ai toujours pas mangé. Hein. Eh bien, écoute, tu vas bientôt être à Lille, donc tu vas pouvoir en profiter. Yes, d'ailleurs, j'en profite. Est-ce qu'on a d'autres Est-ce qu'on a d'autres événements bientôt qui arrivent? Voilà. On a pas mal de meet-up qui arrivent. Ça reste une programmation chargée, mais la subtilité un petit peu, c'est qu'il y en a un à Paris et un à Lille. Donc, les autres sont toujours comme d'hab, voilà, à distance, en visio pour que tout le monde puisse y accéder. Mais vu qu'on se déplace un peu, on a quelque chose à Paris. Et à Lille, c'est quoi? C'est le 6 avril. Paris, je ne me souviens plus. Paris, c'est le 12. 12, le ouais. 12 au soir. Voilà. Effectivement, il y a un café de la gamification la semaine prochaine. Toujours le petit meet-up le lundi. Oui, c'est ça, à Exactement. 13h. Et un meet-up le 30 mars aussi sur les nudges. Alors, il y a les nudges, il y a le 23, il y a aussi, je crois, c'est le... Ah oui, ils ne sont pas dans l'ordre. Le 23, c'est plus sur des articles scientifiques. Sur la gamification et la ludopédagogie, oui, parce qu'on parle, on parle de Klaxoon, justement. On parle de PowerPoint, PowerPoint, de biais pardon. cognitifs, de compétition, coopération, de créativité. Je sais qu'Adrien ne veut pas trop qu'on spoil parce qu'il ne faut pas qu'on sache tout avant d'arriver. Donc, voilà, enfin, de toute façon, vous les retrouvez tous sur Meetup. Hein. C'est le meilleur endroit pour le coup pour ne pas rater, je trouve. Voilà. En tout cas, je regarde. On a plein de retours dans le chat aussi. Yes. Ouais, merci pour vos retours sympas. Merci à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir quand vous les animez. Donc, merci. C'est gentil. Parce qu'après, j'envoie ma facture. C'est gentil, mais je fais payer. En vrai, facture sous 30 jours. En vrai, faire payer les participations, ça pourrait être bien. Pour ton meet-up, même si tu mets 1 euro symbolique ou un truc comme ça. Quand je faisais des meet-up à Paris, à Lille, parfois on mettait un petit ticket à l'entrée pour payer les bières ou les trucs comme ça, et toutes les personnes venaient. Tous ceux qui lâchaient 5 euros, ils étaient là après le soir. C'est la théorie de l'engagement, en principe. Hein. C'est toujours pareil. C'est comme, on en a déjà parlé, hein, mais c'est le fait qu'on filme et qu'il y a un replay. Je pense qu'il y aurait eu plus de gens s'il n'y avait pas eu de replay. Hein. Et moi, ça me Après, des fois, je peux toujours le supprimer. Hein, si non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on prévoit un meet-up qui est participatif, où le but, c'est de faire de l'intelligence collective. Si les gens ne viennent pas, ça marche moins bien. Donc, moi, je suis ravie qu'on n'était que 25 au lieu de 80, parce que franchement, 80, c'était chaud, trop chaud. Ouais. Mais quand même, le ratio 80 inscrits, 25 présents ne me satisfait pas sur le fond. Oui. Parce que nous, on prépare, on prend du temps pour ça, pour organiser des sous-groupes, etc. Donc, il faut que les gens prennent conscience de ça. Et du coup, parfois, un moyen de leur faire prendre conscience, c'est de dire, il n'y a pas de replay, il fallait venir. C'est l'expérience qui compte, c'est le moment. Carrément.
Et ouais, alors c'est la question parce que pour nous, pour la murder party que je suis en train de préparer, où je vais avoir besoin de monde, comme je vous ai dit, moi je vais avoir besoin que les gens qui s'inscrivent soient vraiment présents. Parce que elle n'aura aucun intérêt si j'ai 3 personnes. Bon, je pense que j'en aurai un peu plus parce qu'il y a quand même eu un peu d'engouement quand j'ai fait la démo et qu'il y en a beaucoup qui sont curieux de voir ce que ça va donner. Mais voilà, moi après, le principe, ça va être de créer des groupes et pareil. Et donc, j'ai besoin d'avoir un peu de monde, quoi. Et ça ne sera pas la seule en plus que je vais faire. Si tu as trop de gens, c'est un problème aussi. Nous, on avait bloqué les inscriptions à 80 justement pour ne pas se retrouver potentiellement à 250 inscrits et personne ne peut rentrer sur Zoom. Non, celle que je veux faire, comme j'ai dit à Mickaël, le maximum sera 40 parce que c'est la vraie taille en réel de ce groupe-là. Par contre, je suis potentiellement sur une à 300 personnes. Oui, voilà, merci. Hein. Sachant que du coup, c'est quand même divisé parce qu'on va avoir en fait 3 animateurs, 3 MJ. Donc, c'est des murders de 200 personnes. Voilà. Est-ce que ton escape game à 300, ça commence pas dans une salle de gym avec une poupée au fond qui te regarde? Et puis, je sais que ça m'a dépassé, mais je pose la question. Non. Non, mais je pourrais faire un thème sur les zombies, ça peut être cool. Comme ça, ceux qui sont attrapés, ils peuvent être transformés en zombies. Ça fait forcément des joueurs en moins. Ah bah, tu commences 300, tu finis à 2. Hein. C'est une idée. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci Ingrid, Stéphane, et puis évidemment tout le monde. Et puis merci à vous tous. Abandonne. Merci.